Merci aux organisatrices de nous donner l'occasion de partager les premiers résultats de cette recherche ici. Alors cette communication, comme le disait Marion, elle examine de quelle manière les écoles supérieures d'art sont confrontées aux enjeux écologiques. Alors en tant qu'espace de production et de diffusion de l'art, ces établissements peuvent être source de pollution, de dépenses énergétiques parfois élevées ou encore de gaspillage de ressources. En tant qu'espace de formation, ils participent à la transmission d'un ethos professionnel auprès des futurs diplômés et peuvent jouer un rôle donc dans l'attention qu'ils et elles porteront aux questions environnementales dans leur pratique professionnelle. Et ce, même si le rôle des écoles dans la construction de la scène artistique a fait l'objet de discussions, de remises en question, le fait de l'articulation entre la formation en école d'art et le devenir professionnel des artistes a souvent été qualifié de complexe, d'ambivalent ou de paradoxal. Pourtant, les jeunes artistes sont de plus en plus nombreux à avoir suivi une formation dans un établissement d'enseignement supérieur et aussi à y faire des cursus longs. C'est le cas de 78% des artistes plasticiens âgés de moins de 40 ans. Et cette présentation, elle va porter sur les premiers résultats d'une recherche, une recherche encore au stade exploratoire, et qui a pour point de départ une enquête de terrain qui est consacrée aux trajectoires d'étudiants et étudiantes et des diplômés d'une école d'art territoriale. Alors il s'agit d'une école qui est éloignée des centres de la création contemporain et dont la population étudiante se distingue par une origine plutôt rurale et plutôt populaire, au contraire de ce qu'on observe plutôt dans les statistiques nationales. Alors dans le cadre de cette enquête, des entretiens ont été réalisés avec des étudiants et étudiantes, avec des diplômés, avec des intermédiaires de l'art du territoire, aussi avec des artistes, des professionnels, des artistes diplômés d'autres écoles qui ont été rencontrés dans le cadre de rencontres institutionnelles. Et cette contribution, comme le soulignait Marion, elle repose aussi sur 22 mois d'observation participative. Alors pour cette communication, je vais m'intéresser en premier lieu aux contradictions entre d'une part le discours et les ambitions écologiques portées par les écoles et d'autre part la manière dont l'attention portée aux enjeux écologiques se vit dans les gestes quotidiens. Et je m'intéresserai ensuite aux tensions entre la pédagogie de l'expérimentation telle qu'elle est défendue, valorisée dans les écoles d'art, et les contraintes matérielles, sociales, environnementales auxquelles elles se heurtent. Et je terminerai en évoquant la manière dont la prise en compte des enjeux écologiques peut participer à la redéfinition des modèles de trajectoire dans le secteur artistique. Pour commencer, l'enquête a mis au jour une très grande diversité de degrés d'engagement et de sensibilisation des étudiants et des étudiantes face aux enjeux environnementaux. Et ce, dans ce contexte, elle a aussi mis en jour la difficulté pour l'institution de faire vivre ses ambitions écologiques au quotidien. L'indifférence, voire la réticence de certaines étudiantes ou certains étudiants à freiner la transposition et la généralisation d'éco-gestes dans les multiples activités qui est abritées au sein de l'établissement. Alors comme le rencontrent les propos de Damien, qui est étudiant en 3e année, la bonne gestion des déchets, la pratique du tri pose problème dans l'établissement au point de mettre l'école dans le porte-à-faux par rapport à ses engagements affichés. Là, je cite Damien. Alors moi, j'étais choquée de voir comment l'école gérait ses déchets. Un peu plus loin, souvent, on en parle dans les projets qu'on aborde en cours, dans les propositions artistiques des étudiants. L'écologie, elle a une place fondamentale, mais moi, je ne pourrais pas me regarder dans la glace si je proposais une pièce ou quelque chose en rapport avec l'écologie. Alors, les écoles sont des lieux de production de l'art. Les étudiants créent, testent.
et la production des œuvres ainsi que le cheminement pour aller vers le cheminement qui mène, génère des déchets de toutes sortes, parfois sous des formes étonnantes. Et là, il semble s'opérer une déconnexion entre le geste créateur et ses préoccupations plutôt triviales de gestion des déchets. Parce que le travail créateur ne serait pas assimilé à un geste ordinaire, il échapperait aux consignes en matière de tri, de sobriété qui sont relayées, transmises par l'école. On observe cependant une prise de conscience et une évolution à ce sujet, plus souvent sous l'impulsion d'étudiants engagés comme les Damiens, qui interpellent leurs camarades et qui cherchent à faire passer la réflexion en matière de lien entre art et écologie d'une attention qui serait plutôt portée sur la thématique dans ce que l'art peut pour l'écologie, à une attention qui va plutôt se porter sur le coût environnemental de la création. Cette prise en compte du coût environnemental de la création constitue un enjeu qui s'accorde parfois difficilement avec la pédagogie défendue par les écoles supérieures d'art, qui est fondée sur l'exploration et la liberté de création. Et si cette approche est essentielle dans la formation de ces jeunes artistes, elle n'est pas sans conséquence. Dès leur arrivée à l'école, les étudiants et étudiantes sont invités à se confronter à une diversité de techniques, de matériaux dont ils ne maîtrisent pas forcément les usages habituels ou les propriétés. Cela donne forcément lieu à des essais, à des ratages, à des recommencements. Dès lors, comment est-ce qu'on peut articuler expérimentation et attention portée au coût environnemental de l'expérimentation? Alors c'est une question qu'un technicien de l'école qui accompagne le travail en atelier se pose régulièrement. Au cours d'un entretien, il évoquait l'éternel retour des structures en grillage à poules avec de la mousse polyuréthane et du plâtre par-dessus. Là, je continue à le citer, qui leur dit à un moment ce que tu es en train de faire, oui, bon, ça fait ta forme, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Est-ce qu'on peut accepter dans une école d'art qu'on n'autorise pas tout? Est-ce qu'on peut dire à un étudiant, cette pièce-là, la façon dont tu veux la faire, je te l'interdis de la faire? Est-ce qu'il faut le faire? Comment le faire? Je n'en sais rien. Alors la question de la limite, la question de la régulation de la création au nom, la question de cette régulation de la création au nom d'enjeux environnementaux, c'est une vaste question qui ne concerne pas que les écoles d'art et qui a déjà été discutée, je pense notamment aux travaux de David Dirle ou Anaïs Roche. Alors, dans ce contexte des écoles d'art, elle prend un relief particulier, parce que le temps passé à l'école est souvent présenté par les enseignants, perçu par les diplômés comme une bulle, comme une parenthèse, en fait, qui n'aurait peu de choses à voir avec le monde professionnel, particulièrement compétitif, qui les attend. Alors, pendant leurs études, les étudiants disposent de temps, de moyens, d'accompagnement pour expérimenter, tester et par là même pour affirmer, construire une identité professionnelle. Il semblerait donc malvenu de demander à des étudiants et des étudiantes qui pour une grande partie sont déjà dans une situation de précarité de renoncer à cette parenthèse enchantée pour aller vers un modèle plus sobre. D'autant plus que la valorisation par le marché de l'art de production énergivore, spectaculaire, peut rendre dérisoire à leurs yeux des pollutions qui sont générées par leur propre pratique. On peut remettre en question cette manière de voir parce que les pratiques des étudiants, étudiantes et des diplômés sont déjà encadrées par des contraintes exogènes au champ de la création, par exemple pendant leur cursus, par le règlement intérieur des établissements, notamment en matière de sécurité, aussi par le calendrier lié à la pédagogie, aux évaluations.
Et après l'obtention de leur diplôme, ils vont rencontrer tout un ensemble de contraintes qui va aussi contrôler, réguler leur travail artistique. Et la prise en compte de l'impact environnemental de la production, de la diffusion de l'art ne ferait qu'ajouter une contrainte supplémentaire, mais dont on questionne cette fois la légitimité. Les difficultés aussi financières auxquelles font face les écoles d'art actuellement, notamment les écoles territoriales, et là je pense aussi à la fermeture prochaine de l'école supérieure d'art et de design de Valenciennes. Et ces difficultés financières invitent également à poser la question de l'articulation entre sobriété et précarité ou économie de moyens. Alors certes, la baisse des moyens financiers peut déboucher sur des pratiques plus sobres. Dans l'école d'art étudiée, qui est comme l'ensemble des écoles territoriales touchées par d'importantes coupes budgétaires, ces coupes budgétaires ont conduit à une gestion plus stricte des matériaux mis à disposition des étudiants et étudiantes, ce qui a entraîné une réduction du gaspillage aussi, un moins grand volume de production. Alors ces coupes ont aussi contraint à renoncer au voyage d'études et aux résidences à l'étranger pour privilégier des déplacements en France, donc réduisant aussi drastiquement le bilan carbone des mobilités. Alors si ici sobriété et économie de moyens vont de pair, elles correspondent aussi à un rabotage des moyens budgétaires, pour reprendre le mot de Jérôme Dupeyrat. Mais les budgets restreints ne sont pas forcément source de sobriété. Alors l'usage par les étudiants et étudiantes de matériaux polluants est le plus souvent dicté par des contraintes économiques. Et là, je cite encore le technicien que j'ai déjà cité. Alors la première question, c'est comment faire ma pièce? Et si je leur dis la mousse polyuréthane, c'est 3 € et la mousse machin bidule, c'est 35 €, il n'y a plus de question. Alors dans un contexte où les frais de production ne sont pas intégralement pris en charge par les écoles, la mise en place de contraintes reviendrait à faire porter aux étudiantes et étudiants le coût financier de cet engagement écologique. Donc de renforcer le poids des inégalités sociales dans les trajectoires étudiantes et professionnelles. Frédéric Patureau et Jérémy Siningaglia ont souligné dans une enquête récente le rôle des écoles supérieures d'art dans la reproduction des inégalités sociales, constatant qu'elles constituent un rouage de plus dans la dynamique des avantages cumulatifs en amplifiant des ressources à disposition et des dispositions sociales antérieures. Par ailleurs, l'urgence des enjeux écologiques pose aussi avec une acuité nouvelle la question des modèles de réussite professionnelle qui sont transmis aux étudiants au cours de leur formation. Comme l'a souligné Pierre-Michel Menger, l'enseignement en école d'art n'est pas que technique et théorique, mais permet une appropriation de normes comportementales en vigueur dans les milieux artistiques dans lesquels ces étudiants et étudiantes ont l'espoir de s'insérer. Jérémy Van den Bunder parle quant à lui de passage à travers le miroir pour désigner ce passage du monde profane au monde professionnel. Donc se transmet ainsi dans les écoles d'art dans certaines représentations, ceci a des manières d'être artistes qui sont plus ou moins légitimes. Or, ces modèles sont assez souvent inaccessibles aux étudiants et étudiantes rencontrés au cours de l'enquête. Une large partie d'entre eux, elles se distinguent, comme je leur disais, par leur origine rurale et populaire et ne disposent souvent pas de ressources pour se conformer au modèle dominant de trajectoire dans l'art contemporain. Ils passent par l'installation dans une grande métropole, par la multiplication de projets pas ou peu rémunérés qui permettent de gagner en visibilité, d'accéder aux ressources artistiques et de se stabiliser ensuite professionnellement dans le champ. Alors ces étapes incontournables s'avèrent souvent discriminantes parce qu'elles ne favorisent pas les jeunes artistes qui ne disposent pas de soutien matériel et financier. Aussi, à l'issue de leur formation, pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre une activité artistique, il s'opère souvent un ajustement de leur pratique et de leur style de vie aux ressources à disposition. Des enquêtés adoptent alors des pratiques artistiques, des modes de vie, de diffusion de l'art
qui sont souvent à rebours des modèles de réussite professionnelle valorisés dans les sphères de l'art contemporain, favorisent les circuits courts de production et de diffusion de l'art, privilégient le réemploi, évitent les matériaux rares et les pratiques polluantes, s'installent parfois en zone rurale et s'inscrivent ainsi dans le sillage des arts en transition. J'évoquais précédemment la relocalisation des voyages d'études en finançant le déplacement d'étudiants à l'étranger, comme ça se faisait jusque-là. L'école devait leur permettre de répondre aux attentes du monde de l'art et plus spécifiquement du marché de l'art dans un contexte où les carrières artistiques, comme le soulignait Alain Quémin, se déploient essentiellement à l'international. Alors en allant vers des résidences plus modestes, souvent situées en milieu rural, l'école opère ainsi une prise de distance avec le modèle dominant de réussite professionnelle de l'art contemporain. Elle participe à légitimer des modèles de trajectoire et des manières d'être artiste habituellement assimilées à une forme de disqualification sociable, mais qui sont plus soutenables écologiquement et aussi plus accessibles aux étudiants et aux diplômés. Alors, ce que la valorisation de ces modèles a d'enthousiasmant est néanmoins à tempérer. Alors, le tournant environnemental pris par une partie des aides à la création peut être pourvoyeur d'opportunités professionnelles pour les artistes et les intermédiaires dont les pratiques et les engagements s'accordent avec ces impératifs de sobriété. Cependant, ce constat est loin d'être généralisable. La prise de distance qui est opérée par certains avec les modèles dominants de fonctionnement de l'art ne favorise pas forcément leur insertion dans les réseaux de visibilité et leur accès aux ressources artistiques et peut les assigner aux marges inférieures du champ de l'art contemporain. Alors pour conclure, les contradictions qui sont relevées dans cette enquête montrent à la fois une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux au sein des écoles supérieures d'art et les difficultés structurelles à les intégrer pleinement tant dans les gestes du quotidien que dans les processus pédagogiques et institutionnels. En tant qu'espace de production et de transmission, les écoles participent à la reproduction de normes artistiques tout en constituant un cadre d'expérimentation et de transformation potentielle de ces pratiques. Cependant, les écoles ont peu de prise sur la structuration et les attentes des institutions culturelles et du marché de l'art. En proposant une redirection écologique des éthos professionnels, se pose alors la question de l'adéquation de ces modèles au regard des réalités professionnelles qui attendent les diplômés. Alors en somme, les écoles d'art illustrent les paradoxes de la transition écologique dans un secteur où se mêlent les aspirations à l'expérimentation libre, des contraintes institutionnelles et économiques, et des logiques de reproduction sociale. Je vous remercie.